Après 9 ans d'économie, j'ai finalement acheté ma première maison. Puis, mes parents m'ont traîné en justice et ont dit, « Cette maison appartient à ton frère, tu retombes toujours sur tes pieds. » Alors, je me suis levé dans cette salle d'audience et j'ai dit, « Alors lisons à voix haute comment vous avez obtenu mes relevés bancaires. » Et ce qui s'est passé ensuite a brisé ma famille pour toujours. L'appel est arrivé à 4h47 un mardi après-midi, et j'ai failli ne pas décrocher parce que le numéro était local mais inconnu, le genre de numéro que je supposais être une arnaque à la garantie ou un appel automatisé concernant ma voiture. J'étais à mon bureau au cabinet, un sandwich à moitié mangé à côté de mon clavier. 3 séries de calculs de charges ouvertes sur mon moniteur pour une structure de stationnement que nous modernisions en centre-ville. J'ai laissé sonner 2 fois. Puis quelque chose, appelez cela l'instinct, appelez cela la tension particulière que je portais dans ma poitrine depuis un mois sans la nommer, m'a fait répondre. Une voix de femme a demandé, vive et un peu fatiguée, la voix de quelqu'un qui avait dit la même phrase 40 fois ce jour-là, si j'étais Diane Callaway. J'ai répondu que c'était moi. Elle a poursuivi en disant, ceci est le bureau du greffier au palais de justice du comté. Je vous appelle par courtoisie concernant une affaire civile déposée contre vous. Un huissier tentera de vous livrer des documents à votre résidence cette semaine. Nous aimons prévenir les gens quand nous le pouvons pour que cela ne vous prenne pas au dépourvu à votre porte. Je me souviens de la texture exacte du silence qui a suivi parce que j'étais assise dans une pièce pleine de gens et je ne m'étais jamais senti aussi complètement seul. Le bourdonnement fluorescent du bureau, quelqu'un qui riait 2 cubicules plus loin. La petite icône tournante sur mon écran pendant qu'un calcul se rafraîchissait. J'ai répété, une affaire civile. Ma bouche était devenue sèche. Déposée contre moi. Par qui? Il y a eu une pause, le bruit de papier qu'on remue. Les plaignants sont Robert Callaway et Eileen Callaway. Mes parents. Je veux que vous compreniez quelque chose sur moi avant que je ne vous raconte le reste. Je ne suis pas une personne dramatique. Je suis ingénieur en structure. Je passe mes journées à calculer la différence entre un bâtiment qui tient et un bâtiment qui s'effondre. Et cette différence n'est presque jamais visible à l'œil nu. Elle vit dans les mathématiques, dans les connexions, dans les choses qui sont en dessous. J'avais construit toute ma vie sur l'hypothèse que si j'étais stable, prudente et bonne, les gens que j'aimais seraient stables, prudents et bons en retour. Je m'étais trompé sur beaucoup de choses dans ma vie, mais je ne m'étais jamais trompé là-dessus. Pas jusqu'à 4h47 un mardi. La femme a demandé, « Madame Callaway, êtes-vous toujours là ?» J'ai demandé quel était l'objet de l'affaire. Ma voix semblait appartenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus calme. Elle a dit, non sans gentillesse, je ne peux pas entrer dans les détails de la plainte par téléphone, mais c'est un litige immobilier. Vous aurez tout lorsque vous serez signifié. Je vous recommanderais de parler à un avocat. Je l'ai remercié. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai remercié comme on remercie quelqu'un qui vient de vous dire que les résultats des tests sont revenus mauvais, par une sorte de réflexe de politesse qui survit même quand tout le reste s'effondre. Puis je suis resté assise avec le téléphone face contre mon bureau et j'ai fixé la structure de stationnement sur mon écran, le nœud surligné en rouge où les ingénieurs d'origine avaient sous-spécifié une colonne il y a 40 ans. Et j'ai pensé absurdement que quelqu'un avait fait confiance à cela. Quelqu'un a marché en dessous pendant des décennies sans jamais savoir que c'était le point le plus faible de tout le bâtiment. Un litige immobilier. Il ne pouvait s'agir que d'une seule propriété. 3 semaines plus tôt, j'avais conclu l'achat d'une petite maison de 2 chambres sur Holland Street, 1100 pieds carrés, une allée fissurée, une cuisine avec des armoires des années 1980 et le plus beau Porsche que j'ai jamais vu de ma vie. J'avais économisé pendant 9 ans. J'avais mangé des déjeuners dans des contenants en plastique, conduit une voiture avec 190 000 miles au compteur, accepté des travaux d'inspection en freelance tous les week-ends que je pouvais. Et regarder mes amis acheter des bateaux et prendre des vacances pendant que je versais chaque dollar disponible dans un compte que j'avais étiqueté sans aucune ironie le fonds pour le Porsche. C'était à moi. Chaque centime de la compte provenait de mon propre travail. J'avais signé les papiers seul à une table de clôture où les seules autres personnes étaient un notaire et un agent de titre. Et j'avais pleuré dans ma voiture après, sur le parking. Des larmes de joie parce que pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. Et maintenant, mes parents me poursuivaient en justice pour cela. Je ne suis pas retourné au travail cet après-midi-là. J'ai dit à mon superviseur que je me sentais malade, ce qui était vrai.
Et j'ai conduit jusqu'à Holland Street et je me suis assise sur mon propre Porsche dans le froid et j'ai essayé de faire fonctionner les maths parce que c'est ce que je fais quand quelque chose n'a pas de sens. Je cherche la vérité porteuse, la chose qui soutient réellement tout ce qui se trouve sous l'histoire que la surface vous raconte. Et alors que j'étais assise là, sur le Porsche dont j'avais rêvé pendant 9 ans, j'ai réalisé que je n'avais plus aucune idée de ce qui soutenait réellement ma famille. J'avais pensé que c'était l'amour. J'étais sur le point de découvrir que c'était tout autre chose. Les papiers sont arrivés 2 jours plus tard, le jeudi à 7h15 du matin, alors que j'étais encore en robe de chambre, un café à la main. L'huissier était un jeune homme poli qui avait l'air presque aussi mal à l'aise que moi. Il a demandé si j'étais Dean Callaway, et quand j'ai hoché la tête, il m'a tendu une épaisse enveloppe et a dit « Vous êtes signifié. » Je suis désolé. Et le « je suis désolé » m'a presque anéanti parce que c'était la première sympathie que quelqu'un m'avait offerte en 2 jours et elle venait d'un parfait inconnu faisant son travail. J'ai lu la plainte debout dans ma cuisine. Je l'ai lue 4 fois. Le langage juridique était dense, mais le cœur de celui-ci était simple et obscène. Robert et Eileen Callaway alléguaient que la propriété de Holland Street avait été acquise avec l'entente et l'intention qu'elle constitue un actif familial. Qu'il y avait eu un accord familial de longue date selon lequel la maison était destinée aux bénéfices et à l'occupation éventuelle de Marcus Callaway, et que mon achat de celle-ci constituait une violation de cette entente et une tentative de priver la famille d'un actif conjointement envisagé. Un actif conjointement envisagé. Je n'avais jamais discuté de cette maison avec mes parents avant de l'acheter. Pas une seule fois. Je leur avais dit après coup, par téléphone, en espérant, mon Dieu, qu'avais-je espéré? De la fierté. Félicitations, ma chérie. Ce que j'avais obtenu était un long silence étrange de ma mère et un « nous en parlerons au sec » de mon père, puis plus rien pendant 3 semaines. Je m'étais dit qu'ils étaient juste surpris. Je m'étais dit beaucoup de choses au fil des ans pour maintenir la structure debout. J'ai appelé ma mère ce matin-là. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber le téléphone 2 fois avant d'y arriver. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Diane. Pas bonjour, ma chérie. Juste mon nom, plat comme une porte qui se ferme. Maman, j'ai été signifié ce matin. Toi et papa vous me poursuivez pour ma maison. Ma voix s'est brisée sur le mot « maison ». J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. S'il te plaît. Il y a eu une pause et dans cette pause, j'ai entendu toute mon enfance. La radio de la cuisine, la moustiquaire de la porte, la façon particulière dont la maison où j'ai grandi sentait toujours légèrement la lotion pour les mains de ma mère. Et puis elle a dit d'une voix que je ne reconnaissais pas, une voix froide et répétée, « Je pense qu'il est préférable que nous laissions les avocats gérer cela à partir de maintenant, Diane. Nous ne voulions pas en arriver là. Mais tu nous as mis dans une position. » Je vous ai mis, maman? C'est ma maison. Je l'ai achetée avec mon argent. Quelle position? Cette maison, a-t-elle dit, et ici sa voix s'est tendue, prenant une nuance de quelque chose qui ressemblait presque à de la droiture, appartient à ton frère. Il en a toujours été ainsi. Tu le savais. Tu savais que Marcus en avait besoin. Et tu es allé dans le dos de tout le monde et tu l'as prise pour toi. Et je dois te dire, Diane, l'égoïsme de cet acte a été très difficile à absorber pour ton père et moi. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine. J'ai juste glissé le long du placard et je me suis assise sur le carrelage froid dans ma robe de chambre. Je n'ai jamais entendu un seul mot à propos de Marcus et de cette maison de toute ma vie, ai-je dit doucement. Pas un seul. J'ai trouvé cette maison sur une application immobilière à minuit. J'ai fait l'offre. Je l'ai payée. Comment peut-elle lui appartenir? Nous n'allons pas faire ça au téléphone, a-t-elle dit. Et puis, et c'est la partie que j'ai rejouée 1000 fois depuis, elle a ajouté presque doucement, de la voix qu'elle utilisait quand j'étais petite et que je m'écorchais le genou, tu retombes toujours sur tes pieds, Diane. Tu l'as toujours fait. Marcus n'est pas comme toi. Il a besoin d'aide. Toi non. C'est comme ça. Et elle a raccroché. Je suis resté sur le sol pendant longtemps. Dehors, un camion à ordures gémissait dans la rue. Le café dans ma tasse est devenu froid, et dans l'étrange engourdissement flottant de ce moment, mes yeux se sont posés sur le tube en carton appuyé contre le mur dans le coin de ma nouvelle salle à manger. Le tube où je gardais les plans originaux de la maison de Holland Street, ceux que le propriétaire précédent avait laissés dans le grenier, dessinés en 1978 avec une belle encre manuscrite.
je les avais déroulées ma première nuit dans la maison et j'avais tracé les lignes avec mon doigt, comme certaines personnes lisent des lettres d'amour. J'ai pensé à quelque chose que mon ancien mentor, un vieil ingénieur bourru nommé Hank, qui m'a formé à la sortie de l'école, avait l'habitude de dire quand nous visitions un site ensemble. Il tapotait un mur et disait « Ne fais pas confiance à la peinture, gamine. La peinture ment. Trouve la vérité porteuse. Chaque structure a une chose qui la soutient réellement, et ce n'est presque jamais la partie qu'ils veulent que tu regardes. Ne fais pas confiance à la peinture. » La voix de ma mère avait été la peinture. Tu retombes toujours sur tes pieds. Marcus a besoin d'aide. Lisse, rodée, presque aimant. Mais en dessous, soutenant le tout, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. Un procès ne sort pas de nulle part. Les gens ne poursuivent pas leurs propres enfants pour une maison qui ne leur a jamais été promise. Il y avait une vérité porteuse quelque part en dessous de tout ça et j'allais la trouver. Je me suis relevé du sol. J'ai lavé ma tasse de café et pour la première fois de ma vie, au lieu de me demander comment j'avais déçu ma famille, j'ai posé une question différente. De quoi s'agit-il vraiment? Pour comprendre comment une personne finit par s'asseoir sur le sol de sa cuisine, poursuivie par sa propre mère, il faut comprendre l'architecture de la famille dans laquelle j'ai grandi. Et la colonne centrale de cette architecture, la chose autour de laquelle tout le reste était construit, était mon frère Marcus. Marcus a 4 ans de moins que moi. Et dès sa naissance, il a été le soleil autour duquel nous autres tournions. Je ne dis pas cela avec amertume, ou j'essaie de ne pas le faire. Je le dis comme une observation structurelle. Certaines familles répartissent leur poids de manière égale. La mienne a tout mis sur un seul point. Marcus était charmant de la manière dont certaines personnes naissent simplement. Il pouvait se sortir de n'importe quoi, entrer dans n'importe quoi par la parole. Quand il a échoué à 2 cours au lycée, mes parents ont engagé des tuteurs et ont blâmé les enseignants. Quand il a détruit la voiture que mon père lui avait donnée à 16 ans, une voiture qu'on ne m'a jamais offerte, bien que j'ai été la première à avoir le permis et un dossier parfait, ils lui en ont acheté une nouvelle et ont appelé ça un nouveau départ. Quand il a abandonné sa 2e université, ma mère a expliqué aux parents que Marcus était un entrepreneur dans l'âme, pas une personne de salle de classe. Et moi, j'étais la fiable, la stable, celle qui n'avait besoin de rien. J'ai appris très tôt que la façon de gagner de l'amour dans ma famille était de n'en exiger aucun. Alors, j'ai eu la bourse. J'ai eu le diplôme d'ingénieur. J'ai remboursé mes propres prêts étudiants. Et chaque fois que je réalisais quelque chose, la réponse était un bref et distrait « c'est bien, Diane » avant que la conversation ne revienne, comme une aiguille de boussole vers le nord, à ce que faisait Marcus. Je ne vous raconte pas cela par sympathie. Je vous le raconte parce que j'ai besoin que vous compreniez ce que j'ai sacrifié silencieusement pendant des années pour maintenir cette famille unie. Quand mon père a été opéré du genou, c'est moi qui ai pris 2 semaines de congé pour le conduire à la kinésithérapie, pendant que Marcus ne pouvait pas se libérer. Quand la voiture de ma mère est tombée en panne, j'ai co-signé et aidé avec les paiements. Et quand elle me remboursait en retard ou parfois pas du tout, je ne disais jamais un mot. Quand Marcus a eu besoin de $3000 pour une opportunité d'affaires il y a 4 ans, je les lui ai prêtés et je n'en ai jamais revu un centime. Et quand je l'ai mentionné une fois gentiment, ma mère m'a dit qu'il était peu généreux de tenir les comptes en famille. Alors j'ai arrêté de tenir les comptes. C'était mon erreur, parce que quelqu'un dans cette famille tenait les comptes tout ce temps et ce n'était pas moi. Maintenant, voici où l'image a commencé à se préciser. Dans les mois qui ont précédé l'achat de la maison, Marcus avait commencé à m'appeler. C'était inhabituel. Marcus ne m'appelait pas, mais soudain il prenait des nouvelles, amicales, décontractées, et chaque conversation, peu importe comment elle commençait, finissait par parler d'argent. « Tu es si intelligente avec les finances, dit. Combien as-tu économisé ces jours-ci? À la louche. As-tu déjà pensé à ce que tu ferais si tu avais une vraie somme de capital? Tu devrais le faire travailler, ne pas le laisser dormir. Et, question aléatoire. Tu es toujours en location? As-tu déjà pensé à acheter? L'immobilier est la seule vraie richesse, tu sais. J'avais balayé ça d'un revers de main à l'époque. Je pensais qu'il s'intéressait enfin. Peut-être qu'il grandissait. C'était la peinture. La vérité porteuse que j'allais apprendre, c'est que mon frère se noyait. La première vraie fissure est apparue environ une semaine après que j'ai été signifié, lorsque la sœur cadette de mon père, ma tante Carole,
la seule personne de ma famille élargie qui m'ait jamais vraiment vu, m'a appelé. Carole et ma mère ne sont plus proches depuis des années. Et Carole a observé la dynamique de Marcus avec les yeux clairs de quelqu'un qui se tient légèrement à l'extérieur. Diane, a-t-elle dit, j'ai entendu ce qu'ils font et je pense que c'est monstrueux et je veux que tu saches que je suis de ton côté. Puis elle a baissé la voix même si elle était seule dans sa propre maison. Mais ma chérie, sais-tu ce qui se passe avec ton frère? Parce que je ne pense pas que cela concerne ta maison du tout. Je pense que ta maison est juste la chose à laquelle ils se sont accrochés. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se passe avec Marcus? Je veux dire, il a des ennuis. De vrais ennuis. Ta mère a laissé échapper quelque chose à Pâques avant que tout cela ne commence. Quelque chose à propos de Marcus et d'une situation et de gens à qui il devait de l'argent. Elle s'est rattrapée et c'est une nette. Mais Diane, je connais ta mère depuis 60 ans. Je sais ce que fait son visage quand elle a peur. Et elle avait peur. Je suis resté avec ça pendant longtemps après que nous ayons raccroché. Et puis je me suis souvenu du lapsus, la chose que je n'avais pas pu cesser de ressasser. 2 semaines avant de conclure l'achat de la maison, Marcus m'avait appelé, un de ses appels amicaux pour prendre des nouvelles. Et à la fin, nonchalamment, il avait dit, « Alors, c'est quand ta clôture ?»« Le 18, n'est-ce pas? Tu prends un prêt sur 30 ans ou tu as fait le 15 ?» Je n'avais jamais dit à Marcus ma date de clôture. Je ne lui avais jamais dit que j'achetais une maison du tout. Je n'ai rien dit à personne dans ma famille avant que ce soit fait. Je m'étais dit qu'il avait dû l'entendre de seconde main, que je me souvenais mal. Mais je ne me souvenais pas mal. Je ne me souviens jamais mal des chiffres. C'est toute ma profession. Mon frère connaissait la date exacte de ma clôture et la structure de mon prêt hypothécaire avant que j'en ai parlé à une seule âme de ma famille. Ce qui signifiait que quelqu'un avait surveillé mon achat de très près, ce qui signifiait que ce procès n'était pas né le jour où je leur ai parlé de la maison. Il avait été planifié avant même que je signe. Ne fais pas confiance à la peinture. Je commençais enfin, à trouver la chose qui soutenait toute cette structure monstrueuse et elle était pourrie jusqu'à la moelle. Il y a un moment particulier dans la vie de chaque personne qui a passé des années à se faire marcher dessus, et ce n'est pas le moment de la trahison. La trahison, vous pouvez l'absorber. Vous avez absorbé des choses toute votre vie. C'est le muscle que vous avez surdéveloppé. Le vrai moment, celui qui change tout, est plus silencieux que ça. C'est le moment où vous arrêtez de demander comment ai-je causé cela et commencez à demander qu'est-ce que je vais faire à ce sujet. Pour moi, ce moment est venu le matin après l'appel de tante Carole. Debout dans ma propre cuisine avec la plainte légale étalée sur le comptoir et une tasse de café qui refroidissait pour le 3e jour consécutif. J'ai relu la plainte, mais cette fois je ne l'ai pas lue comme une fille. Je l'ai lue comme un ingénieur lit une structure défaillante, cherchant non pas la faute, mais les points de défaillance. Les endroits où la chose se briserait si vous appliquiez une pression exactement au bon endroit. Et ce que j'ai vu en la lisant de cette façon, c'est que la plainte était mauvaise. Légalement, structurellement, c'était un bâtiment qui n'aurait jamais dû passer l'inspection. Elle faisait référence à un accord familial de longue date sans aucune documentation. Elle prétendait que la maison avait été acquise avec l'entente qu'elle était un actif familial. Mais je l'avais acquise avec mon propre argent, à mon propre nom, avec une trace écrite de 9 ans. Il n'y avait pas de compte joint. Il n'y avait pas de cosignataire. Il n'y avait pas de don, pas de prêt, pas de titre partagé, rien. L'acompte provenait d'un compte qui n'avait jamais contenu que mes revenus. Mes parents ou quiconque les conseillait pariaient sur quelque chose. Ils ne pariaient pas qu'ils gagneraient au tribunal. Ils pariaient que je céderais, que je serais tellement dévasté, tellement désespéré de garder ma famille, tellement conditionné à donner à Marcus tout ce dont il avait besoin, que je conclurais un accord. Que je leur céderais la maison ou que je refinancerais et leur remettrais les fonds propres, ou que je ferais tout ce qu'il fallait pour faire disparaître le procès et la honte. Ils armaient la seule chose qu'ils savaient sur moi mieux que quiconque, que je ferais presque n'importe quoi pour éviter d'être la personne qui briserait la famille. Ce qu'ils avaient oublié, et c'est là que leur structure a échoué, c'est que je lis des contrats pour vivre. J'avais passé 12 ans à apprendre à trouver la seule connexion défectueuse qui fait tomber toute la charpente. Ils pensaient qu'ils poursuivaient une fille au cœur brisé. Ils poursuivaient en fait une professionnelle qui lit exactement ce genre de documents chaque jour de sa vie professionnelle et c'est précisément ce qui est porteur et ce qui n'est que de la peinture. Mais je ne faisais pas confiance à mon seul jugement.
C'est l'autre chose à propos des ingénieurs. Nous faisons examiner notre travail par des pairs. Alors, j'ai appelé Priya. Priya, Anand et moi avions été colocataires notre deuxième année d'université. Deux boursières qui s'étaient liées d'amitié autour de nous instantanées et de l'épuisement partagé d'être les responsables dans nos familles. Elle s'était lancée dans le droit au lieu de l'ingénierie, et elle dirigeait maintenant un petit mais féroce cabinet immobilier à 2 États de là. Nous parlions peut-être 2 fois par an, mais Priya est le genre d'ami où les années n'ont pas d'importance. Je lui ai envoyé la plainte à 23h. Elle m'a rappelé à 23h20. Diane, a-t-elle dit, et je pouvais entendre qu'elle était déjà en colère pour moi. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise légalement embarrassante. Qui a rédigé ça? L'avocat de mes parents, je suppose. Cela n'a pas été rédigé par un avocat en immobilier. On dirait un généraliste qui a pris l'affaire comme une faveur et espère que tu n'y connais rien. Il n'y a pas de cause d'action ici. Il n'y a pas de contrat, pas de fraude, pas de fiducie, pas de tenance conjointe. Il n'y a rien. C'est un document d'intimidation. Il existe pour te faire peur et te pousser à un règlement avant que quiconque n'y regarde de trop près. Elle a fait une pause. Ce qui me dit qu'ils sont désespérés pour ce règlement. Diane, écoute-moi. Les gens désespérés ne poursuivent pas pour le principe, ils poursuivent pour l'argent. Il y a une raison derrière tout ça, et c'est une raison d'argent. Que se passe-t-il financièrement dans ta famille? Et voilà de nouveau. La même question que tante Carole avait posée. Que se passe-t-il avec ton frère? Je pense que Marcus a des ennuis, ai-je dit. De vrais ennuis. De l'argent qu'il doit, des gens à qui il doit. Priya est restée silencieuse une seconde. Alors ta maison n'est pas la cible, a-t-elle dit lentement. Ta maison est la collecte de fonds. Ils ne veulent pas de ta maison, Diane. Ils veulent tes fonds propres. Ils veulent te forcer à liquider ou à refinancer et à leur donner de l'argent pour sortir Marcus du trou dans lequel il se trouve. Le procès n'est que le pied de biche. Je me suis assise brutalement. Ta maison est la collecte de fonds. C'était si clair, si logique, si monstrueux que j'ai su immédiatement que c'était vrai. C'était la vérité porteuse que je tournais en rond depuis 2 semaines. Il ne voulait pas que je quitte la maison. Il voulait que je saigne pour Marcus une fois de plus. La plus grande fois, la dernière fois, la fois qui me coûterait tout ce que j'avais construit. D'accord, ai-je dit. Qu'est-ce que je fais en premier? Tu ne les contactes pas et tu ne cherches pas de règlement et tu n'y penses même pas. Deuxièmement, je vais te référer à un avocat plaidant dans ton état. Je te trouverai quelqu'un de bon. Troisièmement, et ici sa voix a changé, a pris une qualité différente, plus aiguë. Tu as dit que tu gardais des dossiers. À quel point tes dossiers sont-ils bons? J'ai presque ri. Priya, je suis ingénieur. J'ai une feuille de calcul étiquetée de chaque dollar qui est allé dans la compte depuis 9 ans. J'ai chaque fiche de paie, chaque facture de freelance, chaque relevé bancaire. J'ai le titre, l'acte, les documents de clôture, l'évaluation, le prêt hypothécaire. J'ai un dossier de dossiers. Il y a eu un silence, puis Priya a dit avec une réelle admiration, Diane, ma douce, belle, surpréparée femme. Ils ont choisi une personne absolument catastrophique à qui faire ça. Mais il ne suffisait pas de gagner. Je le savais même alors. Si je gagnais simplement le procès, mes parents diraient à la famille que je m'en étais sorti grâce à des avocats pour échapper à une obligation. Marcus serait toujours en train de se noyer et la prochaine fois, la famille se serrerait encore les coudes autour de lui et contre moi. Pour vraiment changer quelque chose, je n'avais pas seulement besoin de défendre la maison. J'avais besoin de trouver la vérité porteuse et de la montrer à tout le monde. Alors, j'ai commencé à creuser. Pas de manière dramatique. De la manière patiente et méthodique dont je fais tout. Marcus, comme beaucoup de gens qui sont très doués pour le charme et très mauvais avec l'argent, avait laissé une trace. Les archives publiques sont publiques pour une raison. Un jugement civil contre lui d'il y a 2 ans que la famille n'avait jamais mentionné. Une entreprise qui avait été administrativement dissoute par l'État pour défaut de déclaration. Et ceci a nécessité un ami qui travaille dans les titres de propriété, demandant une faveur discrète, une deuxième hypothèque et 2 privilèges contre le condo où vivait Marcus, le condo que nos parents l'avaient aidé à acheter. Celui que tout le monde dans la famille montrait comme preuve que Marcus s'était enfin ressaisi.
Marcus n'était pas un jeune homme qui traversait une mauvaise passe. Marcus était un gouffre, et mes parents avaient passé des années et une petite fortune à remplir ce gouffre. Et maintenant, la fortune était partie et le gouffre était toujours ouvert. Et ils étaient venus chercher le seul terrain solide qui restait, mon Porsche, mes 9 ans, ma seule chose. J'ai tout étalé sur ma table de salle à manger, à côté des plans enroulés de 1978. Et j'ai regardé cela comme je regarderais un bâtiment que j'étais sur le point de certifier. Et j'ai pensé, maintenant je comprends toute la structure. Maintenant je sais exactement où elle échoue. Je n'avais pas prévu d'affronter qui que ce soit avant l'audience. Priya m'avait dit à plusieurs reprises de rester silencieuse. De laisser les avocats travailler, de ne rien leur donner, et j'avais accepté. Mais parfois, la structure vous force la main. Et 3 jours après mon appel avec Priya, Marcus s'est présenté à ma porte. Il est venu à l'heure du dîner avec de la nourriture à emporter, de la nourriture thaïlandaise, ma préférée, ce dont il se souvenait, ce qui m'a dit que c'était une campagne et non une visite. Il se tenait sur mon magnifique Porsche, tenant un sac en papier et arborant le même sourire qu'il avait déployé toute sa vie. Celui qu'il avait sorti des cours ratés, des voitures détruites et des entreprises dissoutes. Et il a dit, On peut parler? Juste nous. Pas d'avocat, pas de parents. Je déteste ce qui se passe. Je pense qu'on peut arranger ça. Chaque instinct dans lequel j'avais été entraîné pendant 30 ans me disait de le laisser entrer, d'être gracieuse, de ne pas faire de scène. Et j'ai failli le faire. Mais je l'ai regardé sur mon Porsche, le Porsche dont j'ai rêvé pendant 9 ans, le Porsche sur lequel il se tenait sans y être invité comme une étape dans un plan pour me le prendre. Et quelque chose en moi est devenu très calme et très froid. Tu peux entrer, ai-je dit, mais nous n'allons pas arranger ça comme tu le penses. Il s'est assis à ma table de salle à manger. Il avait jeté un coup d'œil aux piles de documents et aux tubes de plans sans sembler enregistrer ce que c'était. Il a étalé la nourriture thaïlandaise, a fait une blague, a demandé comment allait le travail. Toute la performance familière et je l'ai laissé la dérouler parce que je voulais voir jusqu'où il irait avant d'en venir au fait. Il en est venu au fait pendant les rouleaux de printemps. Écoute, a-t-il dit, se penchant en avant avec une préoccupation sincère. Maman et papa sont de la vieille école. Ils ont fait le truc du procès parce qu'ils ne savaient pas comment attirer ton attention autrement. Mais la vraie situation, c'est que je suis dans une mauvaise passe. Une très mauvaise passe. Et j'ai besoin d'aide et tu es la seule qui peut. Cette maison a quoi? 140 en fonds propres. Si tu pouvais juste refinancer, en retirer un peu, ce ne serait même pas un cadeau. Je te rembourserai. Comment connais-tu mes fonds propres, Marcus? Il a cligné des yeux. Quoi? Tu as dit 140 en fonds propres. L'évaluation est revenue exactement à ce montant au-dessus de mon prix d'achat. Je n'ai dit ce chiffre à personne. Comment le connais-tu? J'ai gardé ma voix égale. Et 2 semaines avant que je ne signe, tu connaissais ma date de clôture et les termes de mon prêt. Je ne t'ai jamais dit que j'achetais une maison. Ah. Le sourire a vacillé juste une seconde, et dans ce vacillement, j'ai tout vu. Papa, ai-je dit doucement, répondant à ma propre question. Papa a un contact à la banque, ou c'est toi? Quelqu'un a récupéré mes informations. Vous avez surveillé cet achat depuis avant que je le fasse. Vous n'avez pas découvert ma maison et décidé de me poursuivre. Vous avez découvert que j'allais avoir une maison avec des fonds propres. Et vous avez construit le procès autour de ça avant même que je signe. Marcus a posé sa fourchette. Et voici le truc avec mon frère. Quand le charme échoue, il n'y a rien en dessous que le besoin. Le sourire a complètement disparu. Et ce qui l'a remplacé n'était pas de la colère. Pas au début. C'était une sorte d'étonnement blessé, comme si c'était moi qui faisais quelque chose de cruel. Waouh, a-t-il dit. Waouh, Diane. Je suis venu ici pour te parler en tant que famille et tu me traites comme un criminel. Je te traite comme un homme qui a aidé à poursuivre sa propre sœur. Tu ne sais pas ce que c'est. Et maintenant la colère est venue vite, comme toujours quand il était acculé. Tu n'as aucune idée du genre de pression sous laquelle je suis. Tu as ta petite vie parfaite et ton petit compte d'épargne parfait et ta petite maison parfaite et tu n'as jamais eu à. Il s'est arrêté. Mais c'était trop tard. Il avait dit maison. Ma maison.
La chose qu'il venait de passer 20 minutes à prétendre ne pas vouloir. Marcus, ai-je dit, combien dois-tu? Le tout. Le jugement, les privilèges sur le condo, les gens dont tante Carole s'inquiète. Le tout. Son visage est devenu blanc. Comment sais-tu? Parce que j'ai vérifié les archives publiques. C'est mon métier, tu te souviens? Je lis les structures. Je trouve la partie qui soutient réellement tout. J'ai fait glisser une seule feuille de papier sur la table. Un résumé que j'avais imprimé, le jugement et les privilèges, clair comme du béton. Voilà ce qui soutient le procès, pas un accord familial. Ceci. Tu es sous l'eau et maman et papa n'ont plus d'argent. Et vous trois avez décidé que la solution était de prendre le mien. Il a regardé le papier. Il n'a pas nié. Il ne le pouvait pas. Et puis mon frère, 30 ans, a fait la chose qu'il avait faite toute sa vie quand la vérité l'a finalement rattrapé. Ses yeux se sont remplis de larmes et sa voix s'est brisée. Et il a dit, si tu ne m'aides pas, Diane, je pourrais tout perdre. C'est ça que tu veux? Tu veux voir ton propre frère tout perdre? Quel genre de personne es-tu? Un mois plus tôt, ça aurait marché. Cette phrase exacte, ce tremblement exact avait fonctionné sur mes parents pendant 30 ans et sur moi pendant presque aussi longtemps. Ça ne marchait plus. Je suis le genre de personne, ai-je dit calmement, en me levant, qui a économisé pendant 9 ans pour un Porsche. Tu devrais y aller maintenant, Marcus, et dire à maman et papa que je les verrai au tribunal. Il est parti. Il a emporté la nourriture thaïlandaise avec lui, ce que j'ai toujours trouvé étrangement révélateur. Même dans la défaite, même en larmes, il n'allait pas perdre les rouleaux de printemps aussi. Et je suis resté sur mon Porsche et j'ai regardé ses feux arrière disparaître. Et je me suis senti pour la première fois de ma vie complètement sans peur de ma propre famille. Je m'attendais à ce que le procès s'adoucisse après la visite de Marcus. Je pensais naïvement qu'une fois qu'il saurait que je savais, il reculerait, s'éclipserait, abandonnerait toute l'affaire par embarras. J'ai sous-estimé à quel point ils étaient désespérés. Au lieu de cela, la pression s'est intensifiée. Les appels téléphoniques ont commencé, non pas de Marcus maintenant, mais de ma mère, et ils venaient à toute heure, oscillant sauvagement entre la fureur et le chagrin. Un soir, elle a appelé en pleurant, me disant que je déchirais la famille, que mon père ne pouvait pas dormir, qu'elle n'aurait jamais pensé élever une fille si froide. Le lendemain matin, elle a appelé, glaciale et menaçante, me disant que leur avocat en savait plus que moi. Que je faisais une erreur en combattant des gens qui m'aiment. Que tout le monde dans la famille était horrifié par ce que je faisais. Parce que je faisais, comme si c'était moi qui avais déposé des papiers. Puis sont venus les parents, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'envoyant soudain des SMS sur la loyauté familiale. Mon oncle laissant un message vocal sur le fait que le sang est le sang et que tes parents vieillissent, Diane. Est-ce ainsi que tu veux passer leurs dernières années? La machine complète d'une famille qui avait passé 30 ans à protéger Marcus s'est maintenant tournée entièrement contre moi. C'était écrasant. Je ne prétendrai pas que ça ne l'était pas. Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé sur le sol de ma nouvelle chambre. Je n'avais même pas fini de déballer, me demandant si gagner valait la peine de perdre chaque personne à qui j'étais lié. Ce qui m'a aidé à traverser cela, ce sont les documents, Priya, et une prise de conscience tranquille qui s'est durcie en moi un peu plus chaque jour. Il ne se battait pas pour la justice. Il se battait pour de l'argent. Et les gens qui se battent pour de l'argent, d'après mon expérience, en font toujours trop. Ils en ont fait trop. En réponse à une demande de routine de mon avocat, un homme nommé David Hofer, exactement aussi bon que Priya l'avait promis, l'avocat de mes parents a produit leur preuve du soi-disant accord familial. Et c'était, comme Priya l'avait prédit, rien. Quelques courriels entre mes parents et Marcus qui ne me mentionnaient pas du tout. Une photo de nous quatre à un dîner il y a des années, légendée absurdement comme preuve de l'intention partagée de la famille. Et un document qui s'est avéré être le morceau de papier le plus important de toute l'affaire, bien que pas de la manière dont il l'entendait. C'était un résumé imprimé de ma demande de prêt hypothécaire, le montant de mon prêt, mon taux d'intérêt, ma date de clôture, mes fonds propres estimés. Des informations que je n'avais jamais données à ma famille. Des informations qui ne pouvaient provenir que de l'intérieur de la banque. David Hofer l'a lu, m'a regardé et a dit très calmement, « Diane, comprenez-vous ce qu'ils viennent de nous donner? Ils viennent de produire la preuve documentaire que quelqu'un a accédé à vos dossiers financiers privés,
protégés par la loi fédérale, sans votre autorisation. Ce n'est pas seulement mauvais pour leur procès. C'est potentiellement un crime, et ils l'ont mis dans un dépôt au tribunal avec leur nom dessus. La structure avait échoué exactement là où j'avais su qu'elle le ferait. Ils avaient été tellement concentrés sur la preuve que la maison appartenait à Marcus qu'ils ont documenté par écrit, dans une procédure judiciaire, la preuve même qui prouvait que le procès était une fraude construite sur des informations financières volées. Mais je n'avais pas fini. Parce que gagner le procès sur un détail technique n'était pas le but. Le but était la vérité, toute la vérité, en un seul endroit où elle ne pourrait pas être niée ou réécrite par la voix de ma mère au téléphone. Alors, nous avons construit le dossier comme je construis tout, complètement. Nous avions ma trace écrite de 9 ans prouvant la propriété unique. Nous avions les archives publiques prouvant l'effondrement financier réel de Marcus. Nous avions les données hypothécaires volées prouvant comment le procès avait été réellement assemblé. Et David a discrètement fait une chose de plus. Il a trouvé la source. Le contact bancaire qui avait sorti mes dossiers s'est avéré être un ancien collègue de mon père, un homme qui, lorsque l'enquêteur de David l'a approché, a immédiatement paniqué et a admis par écrit qu'il avait rendu service à un vieil ami et avait sorti mon dossier. Il ne voulait pas perdre son emploi. Il ne voulait pas être nommé dans une affaire de fraude. Il serait, m'a dit David, coopératif. J'avais tout. J'avais toute la structure, chaque connexion, chaque faille exposée et testée. Il y a eu une deuxième confrontation avant l'audience. Pas dramatique. Mon père m'a appelé, la seule fois où il m'a appelé directement pendant toute cette épreuve. Mon père est un homme de peu de mots et il en a utilisé très peu ce soir-là. Abandonne ta défense, a-t-il dit. Trouve un accord. Aide ton frère et nous pourrons mettre ça derrière nous en tant que famille. Papa, ai-je dit, je sais pour la banque. Je sais qui a sorti mes dossiers. Je sais pour les privilèges de Marcus et le jugement et tout le reste. J'ai tout par écrit. Alors, je vais te le demander une fois, et je veux que tu m'écoutes vraiment. Veux-tu entrer dans cette salle d'audience et que tout cela soit lu à voix haute? Parce que je me défendrai. Et si je me défends, la vérité sortira. Toute la vérité. Il y a eu un très long silence sur la ligne. Le silence d'un homme réalisant que le bâtiment dans lequel il se trouve ne va pas tenir. Tu as toujours été trop intelligente pour ton propre bien, a-t-il dit finalement, et il a raccroché. Il le voulait comme une insulte. Je l'ai pris comme la première chose honnête que mon père m'ait dite depuis des années. L'audience était prévue pour un mercredi matin dans une petite salle d'audience beige qui sentait le vieux papier et la cire à parquet. J'avais imaginé ce jour comme quelque chose d'énorme et d'opératique, un jugement, un coup de tonnerre. Ce n'était rien de tout cela. C'était calme et procédural. Et ce calme est précisément ce qui l'a rendu dévastateur. Je suis arrivé tôt avec David. Je portais un tailleur gris. Le même que je porte lorsque je présente des conclusions structurelles à un conseil d'administration de clients sceptiques parce qu'il me fait me sentir moi-même, comme une personne dont le travail est de dire aux gens la vérité sur si quelque chose tiendra ou tombera. J'avais le tube de plan avec moi. Je n'en avais pas besoin pour quoi que ce soit de légal. Je l'avais apporté parce que je le voulais là. C'était devenu au fil de ces semaines une sorte de talisman, un rappel de ce que je défendais réellement et de la voix de Hank. Ne fais pas confiance à la peinture. Trouve la vérité porteuse. Mes parents sont arrivés 10 minutes plus tard. Ma mère ne voulait pas me regarder. Mon père avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu, gris et diminué, comme une structure qui avait porté trop de charges pendant trop longtemps. Marcus n'est pas venu du tout. Ce détail m'a tout dit. Au moment de la conséquence, l'enfant prodige était introuvable, et mes parents étaient entrés seuls pour mener une bataille qu'ils avaient commencée en son nom. Même en cela, ils les avaient laissés porter le poids. Leur avocat était un homme à l'air fatigué dans un costume marron, dont je pouvais dire en 30 secondes qu'il comprenait déjà qu'il allait perdre. Il avait clairement espéré que cela se réglerait. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à la porte de la salle d'audience comme si Marcus pouvait apparaître avec un chèque et tout arranger. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été une confrontation hurlante. C'était pire que ça pour eux. C'était calme. Quand la juge a demandé à David de répondre à la plainte, il s'est levé et l'a exposée comme j'exposerais une analyse de défaillance. Il n'a pas élevé la voix une seule fois. Il a simplement établi, document par document, que la propriété avait été achetée uniquement par moi avec mes propres fonds documentés sur 9 ans,
sans cosignataire, sans don, sans prêt, sans fiducie, sans titre conjoint, rien qui puisse soutenir la revendication d'un actif familial. La juge, examinant ma trace écrite, a hoché légèrement la tête. Même elle pouvait voir que la compte provenait d'une seule source, mon propre travail. Puis David a dit la phrase qui a fait s'effondrer toute la structure. Votre honneur, j'attirerai également l'attention de la Cour sur les propres preuves soumises par les plaignants, spécifiquement la pièce D, une impression de la demande de prêt hypothécaire privé de ma cliente. Ma cliente n'a jamais fourni ces informations aux plaignants. Nous avons établi, par une déclaration écrite sous serment d'un ancien employé de banque, que ces données financières protégées par la loi fédérale ont été consultées sans autorisation comme une faveur aux plaignants, Robert Callaway. Les plaignants ont en effet versé au dossier du tribunal la preuve de la manière dont cette plainte a été réellement construite. La salle d'audience est devenue très silencieuse. J'ai regardé le visage de ma mère. J'ai regardé la peinture s'enlever en temps réel. La droiture qu'elle avait portée pendant des semaines. Cette maison appartient à ton frère. Tu retombes toujours sur tes pieds, c'est simplement dissoute, et en dessous, j'ai vu enfin la vérité porteuse qu'elle avait cachée même à elle-même. Pas le principe, pas un accord familial, pas l'amour pour Marcus, juste la peur. La peur sans fond et épuisée de deux personnes qui avaient passé 30 ans et chaque dollar qu'elles avaient à le verser dans un gouffre, et qui avaient finalement, dans leur désespoir, essayé de faire en sorte que leur autre enfant le remplisse aussi. La juge a regardé l'avocat de mes parents par-dessus ses lunettes. « Maître » a-t-elle dit sèchement. « Souhaitez-vous poursuivre avec cette plainte ?» Il ne le souhaitait pas, bien sûr qu'il ne le souhaitait pas. Il y a eu une brève et mortifiante conférence, puis l'avocat de mes parents a demandé à retirer la plainte. La juge l'a accordé, a classé l'affaire, et en regardant directement mes parents, a ajouté qu'elle faisait confiance que la question de la manière dont les plaignants avaient obtenu les dossiers financiers privés de la défenderesse serait traitée dans le forum approprié. Ce qui est la manière polie d'un juge de dire « j'ai remarqué le crime, et je ne suis pas la dernière personne qui le remarquera ». C'était fini en moins d'une heure. Dans le couloir après, ma mère m'a finalement regardé. Ses yeux étaient rouges. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle pourrait s'excuser. Je m'y suis réellement préparé, comme on se prépare à ce qu'une porte sur laquelle on s'est appuyé pendant des années s'ouvre enfin. Au lieu de cela, elle a dit d'une petite voix brisée, « J'espère que tu es contente d'avoir gagné. » Et j'ai réalisé, debout dans ce couloir beige, qu'elle ne comprenait toujours pas. Elle pensait que c'était un concours que j'avais voulu gagner. Elle ne pouvait pas voir que j'aurais donné presque n'importe quoi, que j'avais donné presque tout pendant 30 ans, pour ne jamais avoir à me tenir dans cette salle d'audience. « Je ne suis pas contente, maman », ai-je dit. « Je suis juste à bout. » Mon père n'a rien dit. Il m'a juste regardé puis il a détourné le regard et ils sont sortis tous les deux du palais de justice ensemble, plus petits que je ne les avais jamais vus, vers un avenir où le gouffre était toujours ouvert et il ne restait personne pour obliger leur autre enfant à le remplir. Je suis resté là un moment avec mon tube de plomb sous le bras. Puis je suis sorti dans le matin froid et lumineux, et je suis rentré chez moi sur mon porche. Les conséquences sont venues, comme les conséquences le font habituellement, non pas dans un coup de tonnerre, mais dans un tassement lent et grinçant. Le son que fait un bâtiment lorsque le poids se redistribue enfin là où il aurait dû être depuis le début. L'employé de banque qui avait sorti mes dossiers a perdu son emploi et a fait face à son propre jugement. Accéder à des données financières protégées sans autorisation n'est pas une petite chose. Et une fois que c'est dans un dossier de tribunal, ça ne reste pas silencieux. Mon père, qui avait demandé la faveur, s'est retrouvé à répondre à des questions qu'il n'aurait jamais imaginé devoir répondre, à des gens bien moins indulgents que moi. Il n'y a pas eu de perpoque dramatique, rien pour les nouvelles du soir. Juste le genre de problème silencieux, durable et coûteux qui suit les gens qui pensaient que personne ne vérifiait. L'effondrement de Marcus est arrivé selon son propre calendrier, avec ou sans ma maison. Les privilèges sont arrivés à échéance. Le condo dont nos parents avaient été si fiers a suivi le chemin de tout ce que Marcus touchait. Sans mes fonds propres pour boucher le trou, il n'y avait plus rien pour le boucher. Mes parents s'étaient déjà vidés en lui il y a des années. L'enfant prodige, il s'est avéré, avait été la chose même qui entraînait toute la famille vers le fond tout ce temps. La fille fiable qu'ils avaient été si disposés à sacrifier était la seule d'entre nous qui avait jamais réellement été sur un terrain solide. La machine familiale qui s'était tournée contre moi s'est tue aussi. Les cousins qui m'envoyaient des SMS sur la loyauté ont cessé d'en envoyer une fois que la vérité a fait le tour.
et elle a fait le tour parce que tante Carole s'en est assurée, avec la satisfaction sinistre de quelqu'un qui avait observé cette dynamique pendant 60 ans et avait enfin vécu pour l'avoir nommée à voix haute. Je n'ai eu à exposer personne. La vérité, une fois qu'elle est porteuse, se soutient d'elle-même. J'aimerais vous dire que mes parents et moi avons eu une réconciliation en larmes. Nous ne l'avons pas eue. C'est la partie honnête et je pense que c'est la partie que vous méritez parce que la vraie vie vous donne rarement la grande réunion. Ma mère et moi apprenons lentement, prudemment, à nous reparler. Des appels courts, des choses superficielles, la météo et les courses. Il y a quelque chose. Ce n'est pas ce que c'était, et ce n'est pas ce que j'ai un jour souhaité que ce soit, mais ce n'est pas rien. Mon père et moi sommes plus loin derrière. C'est un homme qui a construit toute sa vie sur une histoire sur laquelle de ses enfants avaient besoin de protection. Et cette histoire est partie maintenant. Et je ne pense pas qu'il sache qui il est sans elle. Peut-être un jour. J'ai fait la paix avec peut-être. La vraie réconciliation, celle qui m'a surprise, a été avec Marcus. Et elle a été petite et silencieuse et réservée et d'autant plus réelle pour cela. Il m'a appelé des mois plus tard, sobre dans tous les sens du terme, et il n'a rien demandé. C'était la première fois de toute notre vie que mon frère m'appelait et ne finissait pas par orienter la conversation vers l'argent. Il a dit simplement « Je suis désolé, Diane, pour tout. Tu ne méritais rien de ce que nous avons fait. » Je ne me suis pas précipité pour lui pardonner. J'ai juste dit « Merci d'avoir dit ça », et je le pensais, et nous en sommes restés là. Ce n'est pas une amitié. Ce ne le sera peut-être jamais, mais c'est la vérité enfin entre nous. Et après 30 ans de peinture, la vérité suffisait. Quant à moi, j'ai déballé le reste de mes cartons. J'ai peint la cuisine d'une couleur que j'aimais. J'ai réparé l'allée fissurée moi-même un week-end, à genoux au soleil, et c'était le meilleur jour que j'avais eu en un an. Et j'ai encadré ces plans de 1978 et je les ai accrochés dans le hall d'entrée où je les vois chaque fois que je rentre à la maison parce qu'ils me rappellent la chose qu'il m'a fallu 34 ans pour apprendre, que chaque structure a une vérité porteuse. La chose qui la soutient réellement en dessous de n'importe quelle histoire que la surface vous raconte. Et que pendant la plus grande partie de ma vie, la chose qui soutenait ma famille, c'était moi. Silencieusement, sans remerciement, prier de porter un poids qui n'a jamais été le mien. Je ne le porte plus. Et la chose étrange, la chose dont personne ne vous prévient, c'est que le poser ne m'a pas fait tomber. Cela m'a fait, pour la première fois de ma vie, me tenir droite. Je m'assois sur mon porche la plupart des soirs maintenant. Celui pour lequel j'ai économisé pendant 9 ans. Celui qu'ils ont essayé de prendre. Et il tient. Il tient magnifiquement. Il allait toujours tenir.